La Chine célèbre aujourd'hui les 130 ans de la naissance de Mao Tse-tung. Que reste-t-il de sa figure tutélaire? Xi Jinping, que l'on surnomme le timonier 2.0, est-il son légitime successeur? Jusqu'où peut-on aller dans la comparaison? On en parle dans le grand angle. Jean-Louis Rocca, bonjour. Vous êtes directeur de recherche à Sciences Po Paris, 130 ans après sa naissance. Que représente Mao aujourd'hui dans le cœur des Chinois? Disons que beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts, évidemment, depuis la mort de Mao. On peut dire qu'il y a une espèce d'ambivalence par rapport à au personnage de Mao en Chine. Contrairement à ce qui peut se passer, qui a pu se passer en URSS puis en Russie, il n'y a pas un rejet total, évidemment, de la personnalité, pour une raison très simple, c'est qu'il est considéré encore aujourd'hui comme le responsable principal de la réunification, on pourrait dire, de la Chine et de l'affirmation de nouveau de la Chine sur la scène internationale. En même temps, disons que s'il a vécu peut-être un peu trop longtemps pour éviter les grosses erreurs historiques, et c'est vrai qu'il est associé aujourd'hui encore à des grosses erreurs, à des erreurs fondamentales dans le développement de la Chine et notamment dans le développement économique, le grand bond en avant évidemment à la fin des années 50 et la révolution culturelle à la fin des années 60 et au début des années 70. Donc, d'un certain côté, on considère qu'il est toujours tout de même une puissance un peu tutélaire, symbolique de l'unité nationale. D'un autre côté, la plupart, disons, de ces politiques ou des politiques qu'il voulait mettre en place en Chine sont aujourd'hui complètement écartées et au contraire constituent plutôt des éléments négatifs. Même du point de vue du gouvernement chinois aujourd'hui, on a un regard très critique vis-à-vis du grand bond en avant et de la révolution culturelle. Et toute la stratégie économique aujourd'hui est basée, on pourrait dire, sur des éléments qui sont complètement contradictoires aux idéaux qu'a essayé de développer Mao sur le plan économique, mais sur le plan social aussi, puisqu'il était pour le renforcement, le contrôle des comportements, il était pour la lutte des classes, etc., etc., des choses qui ont très largement disparu en Chine. Alors on peut dire d'un certain côté que peut-être on pourrait voir dans aujourd'hui l'affirmation sur la scène internationale de la Chine, on pourrait faire un parallèle avec ce que voulait faire Mao, mais on peut dire d'un côté que Mao a raté tout de même cet élément aussi. Jean-Louis Rocca, avant de passer sur cet aspect international, donc Mao n'est plus une boussole politique. Xi Jinping, néanmoins, est-ce que dans cette... il y avait sous Mao un esprit totalitariste de la société. Est-ce qu'on peut dire que cette société totalitariste perdure aujourd'hui sous Xi Jinping? Est-ce que ce serait ça le trait d'union? Alors, il y a des avis très différents sur la question, hein. Moi, je fais partie de ceux qui récusent totalement cette idée de totalitarisme parce qu'à la différence de ce qui se passait sous Mao, aujourd'hui, il y a une société chinoise, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'individus qui ont des relations entre eux et qui ont une certaine, disons, autonomie ou liberté de manœuvre en ce qui concerne les études qu'ils peuvent faire, le travail qu'ils peuvent trouver, la ville où ils peuvent habiter, les loisirs qu'ils peuvent faire. On voit des photos ici, des images ici qui montrent précisément cette société chinoise. Disons qu'au niveau de la vie individuelle et de la vie familiale et des loisirs, etc., on a une société qui est tout à fait différente de ce qui se passe. Jean-Louis Rocca, vous parlez des loisirs, d'une plus grande liberté au niveau social de la population dans leur vie au quotidien. Mais il y a quand même cette surveillance de masse. Donc comment peut-on considérer que cette société finalement a gagné en liberté alors qu'il y a une surveillance qui est indiscutable? Oui, bien entendu qu'on est dans une société qui est une société de surveillance. Je ferai remarquer aussi d'ailleurs qu'elle fait, elle fait l'envie de beaucoup de sociétés, y compris les nôtres, puisque tout ce qu'on le reproche à la Chine, bien souvent sur la surveillance, l'intelligence artificielle est de plus en plus, disons, utilisée à travers le monde. La différence est qu'effectivement, par rapport à une société comme la société française, si on veut faire des comparaisons, disons que la politique n'est pas une question fondamentale. C'est-à-dire que c'est au contraire, d'une certaine façon, en contournant la question politique, en ne parlant pas
du régime politique que d'une certaine façon, les Chinois ont une certaine marge de manœuvre dans leur vie quotidienne. Si on regarde les préoccupations aujourd'hui de la population chinoise, on voit que les préoccupations ne sont pas très éloignées de ce qui peut se passer ailleurs, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver un bon travail, on essaie d'acheter un appartement, d'acheter une voiture, on essaye de donner des bonnes conditions d'éducation à ses enfants. Donc on a une vie sociale, on pourrait dire, qui est tout à fait différente de la vie sociale de l'époque de Mao. Jean-Louis Rocard, Mao Tse-tung s'adressait aux paysans. À qui s'adresse aujourd'hui Xi Jinping ? Précisément, aujourd'hui, Xi Jinping s'adresse aux classes moyennes. Et ça, c'est une question absolument fondamentale, bien évidemment. On avait une société à l'époque de Mao, une société de pauvreté, des gens qui mangeaient souvent pas à leur faim, qui avaient une vie extrêmement simple. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des propriétés, qui sont propriétaires, qui ont un intérêt, on pourrait dire, dans la société. Et donc, pour qui les valeurs aujourd'hui fondamentales sont des valeurs liées au développement économique, à la sécurité, etc., etc. C'est-à-dire quand on parle effectivement de la surveillance, il faut dire aussi que beaucoup de gens trouvent que c'est très bien la surveillance parce que contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays occidentaux, par exemple dans des pays occidentaux, la sécurité est préservée et on risque pas de se faire, disons, on n'a pas de gros problèmes, disons, de criminalité en Chine. Donc, il parle à des gens aujourd'hui qui ont un intérêt, on pourrait dire, dans la société, y compris d'ailleurs aux paysans, parce que l'objectif aujourd'hui des paysans, c'est précisément d'accéder à la classe moyenne. Donc c'est une formidable façon, d'une certaine façon, de contrôler la société, et cette façon de contrôler la société est finalement beaucoup plus efficace que la méthode, d'une certaine façon, de Mao, qui était de mettre les gens en prison et de mettre, rappelons-le, des dizaines de millions de gens en prison. Aujourd'hui, on a besoin de mettre finalement peu de gens en prison, un certain nombre d'opposants, de dissidents, mais surtout ce que l'on fait, c'est que l'on explique aux gens et que Jean-Louis Rocard, Xi Jinping a eu un parcours, je dirais, un peu similaire. Il a eu une ascension politique remarquable. Il y a quelques années encore, il était un inconnu, un responsable politique pas très connu. Mao, lui, était fils de paysan. Jusqu'où on peut aller dans le parallèle entre leurs parcours ? Alors, le parallèle est un peu difficile à faire puisque précisément, on pourrait dire que Xi Jinping a été la victime d'une certaine façon de Mao. Alors, on considère précisément que ce choc, puisqu'il a été lui-même envoyé à la campagne, son père a été maltraité par les maoïstes, etc., pourrait expliquer son comportement actuel. Mais je crois que l'élément fondamental chez Xi Jinping, comme d'ailleurs chez l'ensemble des dirigeants chinois aujourd'hui, c'est l'idée d'ordre, de discipline et de mettre en avant les notions de nation, de parti communiste, etc., etc. C'est-à-dire que la Chine doit rester unie. Alors, il reste peut-être quelque chose, effectivement, sur ce plan-là, on pourrait dire du maoïsme, rester unie. Mais, et c'est ça la différence fondamentale, c'est qu'on reste unis pour satisfaire les besoins des individus et des classes sociales, et notamment de cette classe sociale dont je parlais tout à l'heure, dont les paysans eux-mêmes voudraient être membres. Et donc là, on a évidemment une chose qui est tout à fait différente. C'est l'objectif n'est pas simplement de faire obéir les gens d'une certaine façon, mais de leur expliquer qu'ils doivent obéir parce que, en échange, ils vont avoir tout un ensemble de satisfactions, d'ouverture sur une vie plus intéressante, sur la propriété, Jean-Louis Rocard, les prédécesseurs de Xi Jinping sont restés finalement des rouages du Parti communiste chinois. Xi Jinping, lui, a réussi à pas s'en détacher, mais en tout cas à dépasser. Il n'est plus un maillon du Parti communiste chinois. Est-ce que c'est un changement pour vous fondamental ? Alors, moi, je ne pense pas qu'il y ait une émancipation totale, en tout cas à la mesure de Mao, qui pouvait à tout moment, effectivement, réussir à envoyer des millions de gens pour réformer le parti et lutter contre le parti. Et précisément, ce qui se passe et qui s'est passé depuis le Covid, et notamment depuis le retournement de la politique du Covid en novembre-décembre 2022, est un élément important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Chine, beaucoup de gens critiquent la façon
façon dont on a mis en place la politique du zéro Covid, critique aussi la façon dont on est sorti aujourd'hui de Covid. Donc on voit bien comment cette politique qui est assimilée à la politique de Xi Jinping est aujourd'hui une politique qui, en étant critiquée, est une façon aussi de remettre en cause ce pouvoir personnel, disons, qu'il aurait mis en avant. En fait, bien évidemment, c'est pas lui qui a décidé tout seul de la politique du zéro Covid. Il y avait évidemment un certain consensus autour de lui, mais il est aujourd'hui assimilé parce que, à force de répéter qu'il est tout puissant et que finalement il n'y a pas de pouvoir, de contre-pouvoir, eh bien on considère ok, c'est lui qui a mis en place cette politique. Jean-Louis Rocard, pardonnez-moi. S'il y a un contre-pouvoir de l'appareil du Parti communiste chinois, qu'est-ce qui pourrait, par exemple, arrêter? Pourquoi il a réussi à avoir les pleins pouvoirs? Il a quand même réussi à imposer un troisième mandat qui n'existait pas. Finalement, il y a peu de résistance au niveau du Parti communiste chinois. Il y a quelque chose surtout qui est important qu'il faut mettre en avant. Je reviens sur la question de la société, c'est-à-dire que le Parti communiste doit, et ça c'est évident pour tous les Chinois, assurer un certain nombre de choses, et notamment le développement économique et l'emploi. Et depuis la politique du zéro Covid, il y a une crise économique en Chine, il y a un problème d'emploi, notamment pour les jeunes. Il faut savoir que plus de la moitié des jeunes aujourd'hui qui sortent de l'université ont des difficultés pour trouver du travail, et parfois doivent faire des travaux qui sont de l'ordre en fait des migrants normalement, c'est-à-dire des gens qui vont livrer par exemple en scooter un certain nombre de choses. Donc la véritable, je dirais, preuve de la capacité de Xi Jinping de rester au pouvoir, précisément, et sa capacité éventuelle de pouvoir résoudre cette crise économique, c'est-à-dire de pouvoir rebondir et de pouvoir de nouveau satisfaire les besoins de la classe moyenne. Le problème aujourd'hui de la Chine, c'est précisément que cette classe moyenne est en crise à l'heure actuelle, que les paysans eux-mêmes ne peuvent plus rentrer, même s'ils rentraient, difficilement, certains pouvaient rentrer dans cette classe moyenne. Donc il y a une véritable prise de conscience aussi en Chine, un certain nombre de défis. Par exemple, il y a des mouvements culturels aujourd'hui dans la jeunesse chinoise où les jeunes disent, nous, on veut plus travailler comme travaillaient nos parents, on veut plus se marier, avoir des enfants, on veut plus avoir ce genre de responsabilité, on veut jouir de la vie, on veut s'amuser, on veut profiter des choses et on veut pas rentrer dans cette société précisément que mettent en avant Xi Jinping et évidemment ses prédécesseurs. Est-ce qu'il y a un décalage entre justement l'aspiration de cette jeunesse et la politique de Xi Jinping? Est-ce qu'il commence à y avoir un décalage? Bien évidemment. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les autorités aujourd'hui chinoises sont extrêmement embêtées avec ces mouvements, et notamment le mouvement dont on parle beaucoup qui s'appelle Cramping, qu'on peut traduire par restons couchés, c'est-à-dire l'idéal, c'est de travailler un peu évidemment pour pouvoir survivre, mais de ne pas s'engager encore une fois dans cette lutte de tous contre tous. Donc il y a une véritable forme de résistance ici, on pourrait dire, mais c'est pas une résistance qui est politique, c'est pas quelque chose qui touche, je dirais, au Parti communiste lui-même, c'est plutôt une remise en cause des modes de vie, du type de travail, d'organisation du travail qui s'est développé lors du miracle chinois finalement, depuis une vingtaine ou 25 ans. Et donc ce qui est intéressant de voir... Jean-Louis Rocard, sur la scène internationale, on va arriver sur ce volet international. Comment Mao considérait le monde occidental? Est-ce qu'il y avait cette défiance comme nous la connaissons aujourd'hui? Alors, c'est différent parce que pour Mao, disons que le monde extérieur était un monde extrêmement dangereux, un monde avec lequel on avait des relations très complexes, de bloc à bloc, mais finalement un monde avec lequel on avait peu de relations d'une certaine façon. On avait exclusivement des relations, on pourrait dire, d'opposition, éventuellement financement, de guérilla, etc., etc. Donc c'était une espèce de guerre larvée, on pourrait dire, mais avec vraiment très peu de relations. Aujourd'hui, la Chine est effectivement dans une phase de conflit avec un certain nombre de pays sur le plan économique, mais évidemment aussi sur le plan politique, sur le plan évidemment territorial, mais dans une situation qui est tout à fait différente parce qu'on a des relations aujourd'hui d'interdépendance. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la Chine ne peut pas se passer de l'Occident, que l'Occident ne peut pas se passer de la Chine. Et même paradoxalement, que Taïwan ne peut pas se passer de la Chine et que la Chine ne peut pas se passer de Taïwan sur le plan économique. Avec une société chinoise qui s'est quand même occidentalisée, là.
avec une société, comme vous le dites, qui s'est occidentalisée, c'est-à-dire c'est le paradoxe, on est censé détester les Américains, mais tout est américain, on est censé détester, le mot est un peu fort, mais enfin, disons se méfier un peu des Coréens ou des Japonais, mais la société est aussi coréanisée d'une certaine façon et un peu quand même japonisée dans certains aspects. Donc on a une scène, si vous voulez, qui est très contrastée. On continue à vouloir aller à l'étranger pour aller faire des études, on continue à essayer d'obtenir un visa, enfin en tout cas un certificat de résidence en achetant un appartement à l'étranger pour pouvoir justement avoir accès facilement à l'éducation à l'étranger et pouvoir partir éventuellement s'il y a des problèmes. Donc on a une attitude qui est très ambivalente, hein. Un côté nationaliste, fier d'être chinois, revendicateur, mais un côté aussi qui est assez fasciné par l'Occident et de plus en plus. Moi je reviens de Chine, j'ai été fasciné quand même par le fait que beaucoup de gens aujourd'hui réfléchissent d'une façon individuelle, c'est-à-dire individuellement, collectivement au sens de la famille. Allons-nous essayer de sortir de cette situation où l'économie chinoise est en difficulté et où on a des difficultés de l'emploi? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des façons précisément d'aller à l'étranger, de faire des études à l'étranger, ou enfin trouver une solution d'une certaine façon? Donc merci. C'est un peu cette émancipation dont je voulais sur laquelle insister. Voilà. On a très bien compris l'émergence de cette classe moyenne qui avait des désirs plus vastes. Merci beaucoup Jean-Louis Rocard d'avoir répondu à nos questions. Place maintenant à la